Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de sens. Au sommaire ce soir, l'avenir de l'école à l'heure du numérique. Écran, téléphone portable, intelligence artificielle, dans notre monde hyper connecté, ultra rapide, est-ce que l'école doit rester une sorte de sanctuaire ou est-ce que c'est son rôle d'apprendre aux élèves à utiliser ces outils ? Entre crainte pour les conséquences sur les cerveaux des élèves, leur capacité à se concentrer et tous les bénéfices qu'ils peuvent aussi en tirer, ce débat qui en réalité nous concerne tous, quelle place faut-il accorder au numérique à l'école ? Pour lancer la réflexion, nous allons revoir des images fortes, celle d'une classe unique immortalisée au début des années 2000 par Nicolas Philibert dans son film magnifique, un film devenu culte, Être et avoir, une école rurale, sans écran, où le lien direct entre maître et élève est au cœur de l'apprentissage. Alors, est-ce que c'est le tableau d'une autre époque ou un modèle à préserver ? On se retrouve pour en parler juste après. À tout à l'heure. Les images que vous venez de voir ont marqué des générations. Un maître patient, des enfants attentifs, une pédagogie simple, pas d'écran, pas d'ordinateur, la parole, le regard et le tableau. 20 ans plus tard, tout a changé. Tablette, ordinateur portable, plateforme d'apprentissage, manuels en ligne, intelligence artificielle. Le numérique s'invite partout. Alors, quelle place lui accorder ? Est-ce que c'est à l'école d'enseigner l'usage des écrans et de dispenser un enseignement numérique ? C'est la question dont nous allons débattre ensemble avec nos invités que je vous présente. Docteur Anne Sénéquier, bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre, codirectrice de l'Observatoire de la santé à l'Iris et auteure de L'anxiété de mon enfant aux éditions Mango. Audran Le Baron, bonsoir. Vous êtes directeur du numérique pour l'éducation à l'Éducation nationale. Grégoire Borst, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert du numérique, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Cité. Et Aurore Prieda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parent d'élèves et secrétaire générale de la Fédération de parents d'élèves PEP. Alors on va d'abord s'arrêter sur les conséquences physiologiques et neurologiques de ces écrans. Mais d'abord, un rappel pour commencer sur les recommandations du gouvernement en la matière. Depuis cette rentrée, les parents reçoivent en effet une lettre pour les informer de l'interdiction d'exposition aux écrans dans les lieux d'accueil pour les tout-petits et proposer des repères concernant l'usage des écrans. Alors avant 3 ans, aucun écran, même allumé en fond sonore. Entre 3 et 6 ans, un usage très occasionnel avec un adulte pour regarder des contenus adaptés. Et à tous les âges, jamais d'écran pendant les repas, avant de dormir ou pour calmer l'enfant. Alors la CNAM ajoute cette précision, il est important que les parents donnent l'exemple et réduisent leur propre temps d'écran en présence de leur enfant. Alors, docteur Anne Sénéquier, c'est vers vous que je souhaitais d'abord me tourner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les risques identifiés pour les plus jeunes en termes de langage, par exemple, ou de sommeil, du fait de l'exposition de ces écrans ? En fait, plutôt que de parler de risque, on va plutôt parler de comment finalement se structure l'apprentissage chez l'enfant. Et c'est en miroir. C'est lorsque il va essayer une mimique, il va voir ce que ça génère en face, il va essayer. Et en fait, face à un écran, peu importe la mimique, peu importe ce qu'il peut essayer, l'écran va dérouler son narratif tout seul. Donc en fait, l'enfant va essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois et va se rendre compte qu'il n'y a pas d'interaction. Donc il va arrêter lui-même d'être dans l'interaction. Et du coup, s'il n'essaye plus, il n'apprend plus. Alors, il ne va plus apprendre le langage, il ne va plus apprendre à lire le langage du corps, le ressenti sur le visage. Donc on peut véritablement, chez des enfants qui sont avec un temps d'écran très important, avoir des retards de langage ou psychomoteurs plus généraux. On entend aussi beaucoup parler de la question de la concentration. Ça peut être problématique. Oui, ça peut être problématique parce que les écrans, justement, vont avoir cette capacité de capter, justement, l'attention de l'enfant. Et ça va être une attention automatique, en fait. Notre fonctionnement même, souvent, les algorithmes ou même les vidéos sont basés là-dessus pour accaparer notre attention. Et du coup, ça va générer toujours cette attention réflexe, mais pas du tout développer l'attention volontaire. Et c'est celle-ci dont on a besoin pour justement développer les apprentissages autres. Alors, c'est un point que je voulais qu'on évoque ensemble, Grégoire Borst. Est-ce qu'il y a une différence entre l'exposition passive et précisément cet usage actif des écrans ? Non, c'est-à-dire que si vous regardez simplement les écrans passifs et les écrans actifs en termes d'effets, ils n'ont pas d'effets fondamentalement différenciés. Il faut rappeler que tout ce qu'on a dit ici, c'est tout à fait vrai, je veux dire, ça a des impacts sur le langage et ainsi de suite. On parle d'effets faibles,
quand on regarde en population générale. Ça ne veut pas dire que sur des très fortes expositions, on n'a pas des retards qui peuvent être importants de langage, mais si on veut aller jusqu'au bout des données scientifiques actuelles, il faut simplement dire que ces effets, pour l'instant, sont des effets faibles. Ils dépendent du type de contenu. Entre 3 et 6, si c'est du contenu de très bonne qualité accompagné par un parent, vous n'avez pas nécessairement des effets négatifs sur le développement du langage. Et que quand on parle d'écran actif, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction du type d'usage, du type d'outil que vous utilisez, si vous utilisez par exemple, et je ne parle pas des 3-6, je parle d'enfants plus âgés, si vous utilisez par exemple des jeux vidéo, on a parlé de l'attention, c'est complexe parce que les jeux vidéo ont un effet positif sur l'attention, y compris l'attention sélective, celle qui vient de l'intérieur, celle qui... Donc ça ferait du bien pour le dire. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'il faut qu'on fasse attention parce que chaque usage du numérique entraîne des compétences différentes, peuvent avoir des effets négatifs différents, et si on va dans la complexité des effets, il faut juste qu'on fasse attention parce que c'est très dépendant de l'usage et du contenu. Ce n'est pas la même chose d'utiliser un écran pour des apprentissages très ciblés en mathématiques ou en français ou d'utiliser un écran pour regarder, scroller ou pour regarder les Teletubbies. Si vous regardez les Teletubbies, globalement, c'est très mauvais pour le langage parce qu'il n'y a pas un mot dans les Teletubbies. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas nier l'effet sur le sommeil. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sur le sommeil. Donc, sommeil et sédentarité. 2 effets extrêmement importants de l'exposition aux écrans, d'où la recommandation. Pas d'écran, notamment pour les 0-3 ans. Pas du tout, mais aussi chez les enfants qui ont des sommeils biphasiques, c'est-à-dire qui dorment aussi pendant la sieste, parce que toute exposition aux écrans va interférer avec la qualité du sommeil. Et le sommeil, c'est critique pour le développement cérébral, pour les apprentissages, parce que tous les mécanismes de neuroplasticité, notamment de la mémoire, pour se rappeler de ce qu'on a fait pendant la journée et de ce qu'on a appris, ça se passe pendant le sommeil. Alors, Aurore Brieda, le temps qui est passé par les enfants et les élèves sensiblement, d'après vous, est-ce qu'il doit être limité par la loi ou laissé au libre choix des familles? Alors, moi, j'ai du mal avec le fait de légiférer sur tout. Je crois plutôt à la pédagogie. Voilà, je pense que la pédagogie, c'est la meilleure des choses, la prévention. Je pense que lorsque les parents sont prévenus tôt et lorsque l'information est suffisamment diffusée, c'est-à-dire que quand vous avez l'information aux jeunes parents, mais même avant, je veux dire, une maman qui va accoucher, avant, va se renseigner sur sa grossesse, sur la vie du bébé, sur ce qu'elle doit faire. Je pense que c'est toute cette pédagogie-là qui doit être faite en amont pour connaître un peu les codes et savoir exactement comment s'y prendre. Mais on est aux prémices, de l'histoire du numérique. Ça ne fait pas très longtemps que les smartphones sont arrivés dans les foyers des Français. Il y a aussi le numérique, il y a à la fois ce que vous allez faire à l'école, c'est-à-dire l'utilisation pédagogique. Vous allez aussi avoir l'utilisation pédagogique à la maison, mais à la maison, il y a aussi la notion de plaisir. La notion de plaisir, elle est aussi fondamentale. On a le droit de prendre un peu de plaisir à faire des choses. Et en regardant, y compris en regardant la télé pendant longtemps. En regardant la télé, en quête de sens, par exemple. Bien sûr. Donc voilà, parce qu'avant tout le numérique, il y avait aussi la télévision. Alors c'est vrai que la télévision, c'était peut-être plus facile pour les parents parce que le poste était à un endroit et que quand on disait c'est fini et que l'enfant part ailleurs, les choses sont réglées. On éteint le poste. Là, c'est vrai que les téléphones, il y en a plusieurs dans une maison, il y a plusieurs ordinateurs en fonction du travail des gens. Mais en tout cas, ça doit être laissé à la libre appréciation des familles. Ça doit être à la libre... Mais il faut quand même... Par contre, à l'école, il faut qu'il y ait des codes. Il faut que l'école prenne en charge ce qu'elle doit prendre en charge lorsqu'elle fournit du matériel. Alors, on va en parler. Parce que lorsqu'elle fournit du matériel, il faut qu'elle assure le service après-vente. En revanche, à la maison, il faut quand même de la pédagogie. Parce qu'on nous met plein d'outils. Et en fait, il faut quand même... On ne sait pas tout en tant que parent. On sait que c'est pas bien, mais comment le faire, les mots à utiliser, et en fonction de l'âge, quels mots utiliser et comment codifier. Ça, je pense que c'est primordial. Alors, sur les effets, toujours, de ces écrans, Audran Le Baron, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aussi avoir des effets positifs, on en a peu parlé jusqu'à présent, sur la créativité, sur l'apprentissage? Alors, c'est toujours pareil, on ne peut pas parler du numérique en général, des écrans en général. Tout est question d'usage, d'outils, de comment on les utilise. De fait, certains outils qui ont été mis au point avec l'éducation nationale, avec un certain nombre de laboratoires de recherche, d'entreprises de l'EdTech qui sont très pointus, qui vont venir sur l'apprentissage des fondamentaux en maths, en français, etc., permettent un certain nombre de plus-values dans certaines séquences pédagogiques, notamment dans l'utilisation de l'IA, parce que, et je
parle même pas de l'IA générative, là je parle de l'IA un peu classique comme il en existe depuis plusieurs années, dans le fait de personnaliser les apprentissages, d'individualiser la remédiation, de permettre à un enfant d'apprendre à son rythme, d'avoir l'enseignant qui identifie quels sont les groupes d'élèves qui ont une même difficulté, qui partagent une même difficulté et pour lequel il faut apporter une remédiation adaptée. C'est également utile pour l'inclusion. C'est un point qui est très important, notamment pour tous les troubles 10, dyslexie, dyspraxie, etc. L'outil numérique est indispensable parfois pour permettre de surmonter ces besoins particuliers. Donc voilà, il y a des plus-values, mais je ne suis pas en train de dire que l'outil numérique doit devenir l'alpha et l'oméga, loin de là. C'est quelques séquences, ça va être un quart d'heure dans une journée sur une séquence pédagogique bien particulière, encadrée par l'enseignant, etc. Donc il y a des risques, si je résume, mais également des bénéfices. En tout cas, c'est un environnement qu'il faut encadrer le plus possible, et c'est ce que l'école aujourd'hui tente de faire dans un environnement où ces écrans sont omniprésents. Quelques chiffres pour avancer. 75% des élèves scolarisés en petite section de maternelle regardent les écrans ou jouent sur des écrans. Ils sont 45 à avoir au moins un accès numérique dédié et 15% donc, on parle d'enfants de 3 ans, à avoir leur propre tablette. Aurore Prieda, qui a la responsabilité? La première, la famille là ou l'école? En maternelle? Ouais. Ah bah, en maternelle, normalement, on ne vous donne pas de tablette. Dans les maternelles, en règle générale, il y a quelques... Enfin, c'est quand même quelques tablettes dans quelques maternelles. C'est quand même... Normalement, ça devrait être assez anecdotique parce que, il y a quand même... ça a été légiféré quand même avant 3 ans. Il se trouve qu'en maternelle, vous pouvez rentrer quand vous êtes de fin d'année, vous n'avez pas 3 ans. Donc voilà, déjà, à partir de là, moi je trouve que la maternelle c'est un peu tôt. Parce que justement, on est dans le jeu, on est dans la découverte, il doit se passer beaucoup de choses au niveau des sens encore. Il se passe encore beaucoup de choses au niveau des sens. Et j'ai même envie de dire, entre une petite section et une grande section, on n'est pas du tout sur la même chose. Je dirais qu'une grande section, à la limite, une petite section, pour moi, on est très proche encore du 0-3 ans. Audran Le Baron, vous. Oui, je veux juste préciser qu'en maternelle, les repères d'usage qu'on a récemment publiés avec le ministère de la Santé précisent bien que sur le cycle maternel, aucun écran individuel. Il peut y avoir, de façon très exceptionnelle, des usages d'écrans collectifs pour entraîner à la collaboration, mais c'est très ponctuel et c'est jamais sur des écrans individuels. Mais alors, quel est le bon moment, Grégoire Borst, pour introduire cet apprentissage du numérique? Peut-être qu'il faut qu'on précise qu'on peut faire de l'apprentissage au numérique sans écran. C'est-à-dire, ça pose aucun problème. Vous pouvez parler des algorithmes, vous pouvez parler des problématiques de l'IA, de ce que produit l'IA. Vous pouvez sensibiliser les enfants, y compris les parents, mais aussi les enfants. N'oublions pas les enfants. Les enfants, ils ont un cerveau, ils peuvent comprendre des choses complexes. Et donc, on doit aussi les sensibiliser. Ça peut être l'école qui participe à cette sensibilisation. Ce n'est pas du tout là l'idée de remplacer, évidemment, la responsabilité parentale, mais c'est simplement de prendre part à cette coéducation, justement, à cette continuité éducative. Donc, on peut le faire sans le numérique. L'idée, à un moment, à quel moment on leur donne une tablette? C'est utilisé, par exemple, dans le cycle 2, c'est-à-dire à partir du CP, on a des tablettes parfois avec des moments d'utilisation individuels, mais encore une fois, ce n'est pas des tablettes systématiques toute la journée. Arrêtons ce fantasme, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est, comme l'a très bien dit notre autre intervenant, c'est à un moment spécifique sur un apprentissage spécifique. Ce qu'on a appelé de nos voeux dans la commission écran, c'était qu'il y a une évaluation systématique. Donc une commission, on le rappelle pour les qui s'appelle Enfants et écran à la recherche du temps perdu. Alors les gens n'avaient pas compris ce que je voulais dire à la recherche du temps perdu. C'était à la recherche du temps perdu de l'action publique dans ce domaine-là. Et l'idée, c'était de dire il faut évaluer avant de généraliser l'utilisation des outils numériques dans le cadre scolaire. Mais ça paraît de l'ordre de l'évidence. On montre que ça marche mieux qu'une interaction sans écran sur un apprentissage très spécifique. Et si ça marche, à ce moment-là, on peut diffuser. Mais je veux dire, c'est encore une fois sur du temps très limité. Mais ne croyez pas que les enseignants mettent tous leurs enfants devant les écrans, qui sortent de la salle et qui... C'est pas du tout comme ça que Non, mais le fait d'introduire ces écrans, ces écrans leur confère un statut peut-être un peu différent. Et il y a aussi la question de toute la sociabilité que les élèves construisent aussi par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux et des applications. Justement, je voulais vous demander, Anne Sénéqué, qu'est-ce qu'on fait
de ces réseaux sociaux et de l'apprentissage de la sociabilité pour les élèves? Les réseaux sociaux, c'est bien plus tard. Hein. C'est vrai que pour apprendre la sociabilité, moi j'aurais tendance à faire référence aux correspondants quand on faisait d'une classe à une autre, parce que les réseaux sociaux, il est hors de question de les mettre en place au primaire, en fait. Et c'est tout ça bien l'intérêt. Ces réseaux sociaux, parfois on dit mais c'est une bonne chose parce que on peut trouver une communauté. Le problème, c'est que justement cet esprit de communauté, c'est aussi une bulle d'entre-soi et que ça nous protège justement de certaines choses, d'avis contraires à ce qu'on pense et ainsi de suite. Et ça, quelque part, ça pose aussi la question d'être confronté justement à un avis différent. Mais qui est plus sensible, si je comprends bien, que dans la vraie vie. Enfin, vous en avez sans doute, oui, peut-être d'ailleurs des patients qui viennent vous voir pour ce type de problématique. Ouais, c'est vrai que la problématique liée aux réseaux sociaux, on le voit apparaître plutôt au collège, plutôt à partir de la 4e, 3e, où, enfin, rappelons-le, on a quand même une majorité numérique en France qui est à 15 ans, donc on est censé ne pas avoir de réseaux sociaux avant 15 ans. Alors, il s'avère que ça n'est pas vrai, parce que quand vous regardez en 6e, ils ont déjà tous WhatsApp. Alors on va dire WhatsApp, c'est pas un réseau social. Si, WhatsApp, c'est un réseau social, Instagram et compagnie. Et la problématique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'ils se jettent là-dedans sans véritablement avoir été sensibilisés. Souvent, les parents eux-mêmes ont l'application aussi, donc ils ne voient pas vraiment la problématique. Sauf qu'en fait, on ne va pas aller vérifier le réseau social de son enfant. On ne va pas voir avec qui il communique. Et donc, qui doit apprendre à l'enfant à le gérer correctement ? Je pense qu'on est vraiment dans la coéducation entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un outil qui est présent à l'école et en famille aussi. Donc on ne peut pas juste dévouer un de ces espaces à l'éducation et l'autre où on ne fait rien du tout. C'est pas possible. Y compris, Audran Le Baron, sur la question de la prévention, du cyberharcèlement, du partage des données personnelles. Ça, c'est le rôle de l'école. Absolument, oui. Je partage entièrement ce qui vient d'être dit. On a ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information au sein de l'enseignement moral et civique. Donc il y a des attendus pour chaque niveau de classe sur ces questions-là, et particulièrement dans la tranche CM1, CM2, 6e, où là on commence à aborder les questions de vie privée, vie publique, de droit à l'image, droit à l'intimité, des données personnelles, etc. Et donc progressivement, on va introduire ces notions-là, et on va même avoir en 6e un PIX. Je ne sais pas si nos téléspectateurs connaissent cette plateforme. J'invite à aller voir pix.fr. Donc tous les enfants en 6e. Alors expliquez-nous cette plateforme. Alors c'est une plateforme. Alors n'importe quel citoyen peut aller sur pix.fr, se créer un compte et s'auto-évaluer sur ses compétences numériques. Et ce qui est formidable avec cette plateforme, c'est qu'en s'auto-évaluant, en fait, on développe soi-même un certain nombre de connaissances. D'accord, donc l'apprentissage numérique se poursuit après, y compris à l'âge... Et en 6e, il y a un parcours spécifique PIX pour les 6e qui est centré justement sur les questions de droit à l'image, des données, de comment repérer une situation de cyberharcèlement, que faire, appeler le 3018, prendre contact avec tel ou tel adulte au sein de l'école. Voilà. Tous ces réflexes-là, ils sont acquis via ce parcours. Anne Sénéquier, je ne pense pas que ça doit être que dû à l'école. Ça n'est pas juste le devoir de l'école d'apprendre justement comment se comporter sur ces réseaux sociaux ou vis-à-vis du cyberharcèlement. Parce que ce qui fonctionne dans une règle chez l'enfant, c'est quand il y a cette multiplicité d'acteurs et de lieux où la règle se reproduit de manière identique. Donc ce qu'il faut dire à la maison et ce qui est dit à l'école se rejoignent pour qu'à un moment donné, effectivement, ils puissent se dire « bah oui, en fait, on n'a pas le droit d'insulter l'autre, que ça soit en vrai, mais que ça soit aussi sur les écrans. » Alors, je me tourne vers vous en tant que représentant de cette association de parents d'élèves. Est-ce qu'il y a cette adéquation dont parle Madame ? Vous avez le sentiment entre ce qui est enseigné à l'école et les recommandations au sein des familles ? L'adéquation, oui. En revanche, l'utilisation n'est pas la même. Déjà, lorsque vous utilisez un écran à l'école, vous êtes face à un enseignant. On vous laisse rarement seul avec un ordinateur. Vous êtes avec l'enseignant, vous avez un travail qui est donné. Après, lorsque votre enfant travaille chez lui, ses devoirs, pour nous, parents, c'est un non-sujet. On est heureux. En revanche, ça commence à être quand on est dans cette notion de plaisir. Et cette notion de plaisir, il est logique qu'ils n'aient pas forcément envie de la partager avec nous. Quand ils sont sur leur téléphone et qu'ils correspondent avec quelqu'un, ils s'isolent un peu. Comment vous savez comment vous gérez ? Comment est-ce qu'on gère ? Déjà, il y a des discussions qu'il faut avoir sur les contenus, en premier lieu.
Donc mettre un contrôle parental, c'est la base. Mais même malgré tout, malgré les contrôles parentaux, il y a cette histoire de contenu sur différentes choses, que ça soit à la fois sur la pornographie, qui est juste dramatique par rapport à l'image qu'on peut se faire de la sexualité, mais même les fake news, rien que les fake news sur l'information qui est biaisée, sur tous ces sujets-là. Et le rapport, et ça on n'en a pas encore parlé, qui est important, c'est l'image de soi. Parce que les réseaux sociaux, c'est aussi se mettre en vitrine, mettre une photo. Et on voit des gens qui mettent la jolie photo, qui mettent des filtres, parce qu'il y a des filtres quand même qui sont assez impressionnants et qui rendent valoriser les uns ou les autres. Et donc ça biaise complètement l'image de soi, et quand on se regarde après, c'est compliqué. Je pense que vous avez plein de choses à dire à ce niveau-là. Quand moi j'ai une famille qui me dit mais comment on fait, en fait on n'attend pas que son enfant ait l'âge d'être sur les réseaux sociaux pour parler d'un écran, en fait on le fait dès tout petit, on lui dit ben non, on éteint la télé quand il est là, on n'est pas en train de regarder son propre téléphone quand on est avec lui. Mais je pense que ça se... C'est plus à l'adolescence qu'on a ce type de problème. Mais la problématique c'est que si vous attendez l'adolescence pour vous en occuper, il va y avoir un clash sidéral dans la famille. C'est pas ce que je suis en train de dire. Le problème c'est que ce qu'on va pouvoir dire à un enfant ne résonnera peut-être pas de la même façon. Un enfant, si on lui parle de contenu, de sexualité, il va dire oui. Oui, tu as raison, sur maman. Une base précédente. Un garçon qui arrive à l'âge où les hormones le travaillent, ce que vous avez dit quelques années auparavant, il va chercher l'info. Et c'est logique. Enfin, aller chercher ce dont et biaiser, trouver ce qu'on n'a pas le droit, c'est le propre de Sauf qu'il y a accès beaucoup plus facilement. C'est le point que vous vouliez lever. Grégoire Borst, pardon. Je peux juste rappeler juste une chose quand même, c'est que ce débat est effectivement important. C'est-à-dire qui a la responsabilité de. Je rappelle que les premiers responsables, c'est les plateformes. C'est-à-dire qu'il y a une chose que ne font pas les plateformes, c'est de vérifier l'âge des utilisateurs. Donc c'est très bien qu'on dise tout ça. Je rappelle que la majorité numérique est à 15 ans. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que vous n'avez pas le droit de regarder un réseau social, vous n'avez pas le droit d'avoir un compte sur un réseau social. C'est deux choses très différentes. Vous n'avez pas le droit d'avoir un compte à 13 ans si vos parents vous disent « tu n'as pas le droit d'avoir un compte ». Et c'est à partir de 15 ans que vous avez le droit de prendre seul la décision d'avoir un compte sur un réseau social. Le problème qu'on a tous ici, c'est que quand je crée un compte sur un réseau social, je donne globalement un âge déclaratif. C'est insupportable. C'est-à-dire que, en fait, toute cette discussion sur la parentalité, sur la question du rôle de l'école, très bien, moi je veux bien qu'on l'ait, et je trouve que c'est hyper intéressant, et évidemment je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, ça doit s'anticiper. C'est-à-dire que si vous essayez à l'adolescence de les sensibiliser sur ces questions-là, vous êtes dans la mauvaise période pour commencer à les sensibiliser. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre, mais je dis qu'il faut avoir anticipé suffisamment en amont. Mais sur la question de la vérification de l'âge, il y a le DSA au niveau européen qui impose, DSA, Digital Service Act, qui va en gros créer un certain nombre de contraintes pour les plateformes, notamment de vérifier qu'elles n'ont pas d'effets négatifs pour leurs utilisateurs, Mais on sait que oui, si je comprends bien. Non, on sait évidemment et que c'est une problématique. Mais la problématique, c'est la vérification de l'âge. C'est-à-dire que très bien, on aura encore cette discussion dans 2 ans. Si à un moment, il n'y a pas une politique claire de dire on vérifie, il faut que les plateformes vérifient l'âge des utilisateurs. Ils sont extrêmement cyniques. Nous, on les a reçus dans la commission. Leur discours, c'est nous n'avons pas d'utilisateurs de moins de 13 ans sur nos plateformes, puisque c'est du déclaratif. Et on a des moyens à leur proposer, des moyens techniques. Et il y a des moyens techniques pour le faire. Ça ne pose aucun problème. Ça pourrait être implémenté demain. Donc je pense qu'aussi, il faut vraiment qu'on ait ici aussi le discours de dire il y a des réformes à faire tout de suite demain. Et c'est aussi aux acteurs économiques d'être mis en responsabilité. Il y a des réformes, mais c'est une transversalité. Chacun se donnait la responsabilité des choses, la plateforme, les parents, l'école, et ça se fait chacun dans sa propre responsabilité. Mon enfant, c'est déjà à la maison que ça se construit. Et quand on dit il veut faire du loisir, donc je ne suis pas derrière lui, moi franchement je ne suis pas d'accord, parce que les écrans, les premières fois que ça rentre dans la famille, dans la vie de l'enfant, c'est partagé, c'est la télé du salon, c'est l'ordinateur familial. Il est hors de question qu'un enfant de moins de 9 ans ait sa propre tablette ou son smartphone et qui amène ça dans sa chambre tout seul vis-à-vis du contenu qu'il va peut-être voir, vis-à-vis du temps chronophage que ça prend. Et en fait, c'est tout un accompagnement, un apprentissage, au même titre que le langage, au même titre que la psychomotricité, de l'utilisation de l'outil. Et je pense que c'est important de
parler d'outils Oui. numériques. Et donc l'école française a aujourd'hui intégré l'existence de ces outils du numérique dans son quotidien, même s'il y a des difficultés à maîtriser dont vous avez évoqué, qu'elles soient liées à la manière dont cela est transmis par les familles et également par les différents établissements, quels que soient les niveaux. La question que je souhaitais vous poser désormais, c'est le mouvement que cette école va suivre. Est-ce qu'on va se retrouver demain avec une école tout en ligne et quelle sera la place encore du papier, de l'écriture? C'est ce que je souhaitais vous demander, Audran Le Baron. Les manuels papier qu'on a tous connus sur ce plateau, est-ce qu'ils sont condamnés? Non. Un peu. Non. Alors là-dessus... Pardon. Ça dépend des régions. Alors allez-y, non, et puis vous... En Ile-de-France. Allez-y. En fait, on a apporté des éléments de réponse très clairs là-dessus dans la stratégie du numérique pour l'éducation. C'est un document qu'on a partagé, co-construit avec l'ensemble de la communauté éducative il y a maintenant quelques années, c'était en 2022, publié en 2023. Il dit simplement qu'en primaire, il n'y a pas de manuel numérique. Les manuels sont papier. Il peut y avoir certains services numériques pédagogiques bien précis sur certaines activités, mais il n'y a pas de manuel numérique. Au collège, le manuel numérique peut venir en complément du manuel papier. Mais le manuel papier reste présent. Et ça n'est qu'au lycée que l'on peut aller vers du manuel tout numérique, mais ça doit se faire progressivement. Voilà, ça doit se faire vraiment, ça doit venir de l'équipe pédagogique qui doit s'emparer de cet outil avec les bons équipements, avec les bonnes formations. Et sur la place de l'écriture, est-ce que ça a une quelconque incidence? Est-ce que cela a une importance encore de continuer à écrire avec sa main et un stylo donc, pour apprendre? C'est absolument fondamental. Il faut effectivement écrire et scripter parce que ça a une aide en fait pour aussi bien lire. En fait, dans votre cerveau, quand vous apprenez à scripter, vous allez activer une région qui va s'activer quand vous regardez simplement une lettre. Et donc en fait, c'est une aide à la reconnaissance des lettres et des mots écrits. Donc il faut absolument maintenir l'écriture. Ceci étant dit, il y a des applications qui marchent très bien pour accélérer l'apprentissage du geste moteur. Donc on va apprendre à écrire sur un écran. Oui, mais alors, attendez, il y a des expériences qui montrent que ça marche mieux que de faire des lignes d'écriture, parce que faire des lignes d'écriture, c'est extrêmement chronophage et ça ne sert pas à grand-chose parce que ça prend beaucoup de temps. Donc si le numérique peut accélérer parfois ce type d'apprentissage très automatique, pourquoi pas? Je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut le remplacer. Le stylet. Voilà. Non, parce que ce n'est pas avec un stylet, il faut le faire avec le doigt. Ce qui marche avec le doigt. Mais cette écriture, c'est important de la maintenir parce qu'avant d'activer justement une zone du cerveau, il faut qu'elle ait été construite, cette zone du cerveau. Et c'est les chemins neuronaux au niveau neurodéveloppemental qui vont se connecter les unes aux autres pour justement créer la fonction. Et l'écriture, c'est la base de toute motricité fine. Si vous voulez être petite main de couturière, vous avez eu intérêt à savoir justement apprendre la motricité fine. Vous êtes ébéniste, peu importe ce que vous êtes finalement. Cette motricité fine, elle est fondamentale pour nous, bipèdes, avec des mains qui sont là pour utiliser un outil, justement. Et Aurore Brieda, est-ce qu'on peut voir également des bénéfices à la disparition progressive, ou en tout cas au fait qu'il y ait de moins en moins durant la scolarité de manuels scolaires ou qu'ils se trouvent sur des plateformes en ligne? Évidemment, le poids des cartables. Le poids du cartable. On s'est battu, parents d'élèves. Je ne connais pas un parent d'élève qui, sur son association locale, ne s'est pas battu à un moment donné sur le poids du cartable. Parce que ça change. Là-dessus, ça a changé. Sauf pour ceux qui n'utilisent pas, qui sont encore en hybride. Et là, vous rajoutez en fait le poids de l'ordinateur au poids des livres. Et là, c'est... Là, il n'y a rien à gagner. Mais sinon, non, il y a quand même l'avantage au niveau du poids est quand même assez précieux parce que ça abîme. Bien sûr. Voilà. Quant au rôle du professeur, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il est plutôt renforcé, ou qu'il la vocation à être plutôt renforcée par le numérique ou affaibli? Non, il est au contraire renforcé. C'est-à-dire que plus le numérique envahit l'espace, plus on a besoin d'humains pour le maîtriser. Et pour, y a un point important sur l'IA. Parce qu'on s'est dit beaucoup que l'IA, après tout, si on a un objet comme ça qui répond à n'importe quelle question, quelle est finalement la motivation à apprendre? Oui, et puis la question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce qu'il serait possible de remplacer un enseignant à la fin par une intelligence artificielle? Alors, certainement pas, mais pour creuser mon sillon, ce qu'il faut bien, et ce que les enseignants sont là pour ça, c'est de montrer qu'on ne peut pas utiliser une IA générative
correctement si on n'a pas déjà un socle de connaissances sur le sujet sur lequel on interroge. Sinon, on ne peut pas avoir le recul, l'esprit critique par rapport à la réponse que donne l'IA générative. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que, comme la calculatrice, avec la calculatrice, on continue d'apprendre ces tables de multiplication. Avec l'IA, il faut continuer d'apprendre. Et là, l'humain a toute sa place. Mais on revient à la même chose que je disais tout à l'heure quand on parle de notion de plaisir aussi, c'est que l'enseignant, il va aussi à un échange. Il y a des regards, il y a des compliments, il y a des choses. Enfin, ces choses-là, elles sont aussi nécessaires parce qu'elles sont valorisantes. Juste passer par une IA et apprendre. Bon, c'est bien peut-être en plus à un certain âge, quand vous avez acquis une certaine solidité, mais quand vous êtes en construction, vous avez besoin du savoir, mais vous avez besoin aussi de toutes les armes pour que vous dites, mais en fait, je suis capable, je peux y arriver. Et ça, c'est l'humain qui le fait, qui vous valorise et qui fait que vous avez le prof qui... Voilà, le prof dont vous vous souvenez plus que les autres, parce que celui-là, il a laissé quelque chose de plus. En un mot, pour conclure, quelle place donner au numérique demain ? Accessoire, complément ou pilier de l'école, Grégoire Borst? Non, mais c'est certainement pas un pilier de l'école. Mais je veux dire vraiment en tout cas dans les gens qui sont spécialistes de la pédagogie et de l'éducation, il n'y a pas du tout cette idée-là. Il y a une idée effectivement d'interroger deux choses pour l'école. La première, c'est quelles compétences on développe aujourd'hui chez les élèves pour qu'ils utilisent, comme on l'a très bien dit, ces outils avec toute la pensée critique nécessaire et toute la distance critique nécessaire. Et la deuxième chose, c'est que c'est de façon très ponctuelle des outils qui peuvent effectivement, sur une difficulté spécifique d'un élève, permettre de faire un peu de différenciation, pas toute la différenciation pédagogique. Et la dernière chose, c'est qu'au cœur de l'école, il y a l'apprentissage en groupe. Et ça, pour l'instant, le numérique ne le remplacera pas. Vraiment, en un mot sur cette question. Outil. Vous me volez les mots, c'est un outil. Un outil complémentaire. Merci à tous les quatre pour ce débat dense et pour vos regards. Docteur Hanseneke, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'anxiété de mon enfant, aux éditions Mango. Merci à vous de nous avoir suivis. Enquête de sens revient la semaine prochaine avec un documentaire sur les pervers narcissiques de Delphine Dilly. D'ici là, restez sur T18. Tout de suite, c'est Pour tout dire avec Mathieu Croissando. Bonne soirée.